à tous et bienvenue dans Transfo, l'émission faite par et pour vous, chers managers du Réseau Germe. Réseau Germe qui compte aujourd'hui près de 3500 managers du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les dom-toms. Alors où vous vous trouvez, bienvenue à vous. Et justement, vous qui êtes peut-être installés dans votre canapé, au bureau peut-être encore, ou derrière votre téléphone, eh bien dites-nous d'où vous nous regardez. Comment ça? Eh bien c'est simple, sur votre droite, à la droite de votre écran. N'hésitez pas à nous partager votre ville ou votre département, car quel que soit le lieu où vous nous regardez, eh bien, bienvenue à vous dans Transfo pour ce deuxième numéro, un numéro consacré à l'IA et l'évolution des pratiques managériales. Alors l'objectif est bien de partager des expériences comme vous le faites finalement durant vos journées Germe. Ici, pas de certitude, pas de vérité ultime, juste de l'échange et de l'inspiration avec vous. Donc, alors dites-nous d'où vous êtes, d'Alsace, de Lyon, de Nantes, de Nîmes. Bonjour à vous, vraiment bienvenue. Et puis, on a aussi des invités avec qui on va être inspirés. Bonjour à vous trois et bienvenue sur ce plateau ici à Nantes. On va faire un rapide tour de table. Adrien Fabry, dans ton entreprise, c'est bien simple, l'ADN est ton ADN. Vous l'utilisez pour tout et tout ce que vous préconisez avec l'équipe, puisqu'il y a 1 an et demi, avec 3 associés, tu fais verbe fonder, pardon, oui. AICO, une société de conseil et de services dédiée à l'IA, basée à Lille. Là-haut, concrètement, vous accompagnez vos clients dans l'intégration de l'intelligence artificielle au cœur de leur processus. Et aujourd'hui, eh bien, ton équipe, elle travaille avec une 50aine d'entreprises. Bienvenue à toi, Adrien. Merci, bonjour Edwige. Allez, avec nous aussi Marielle Snellings. Tu es DRH de la société ITK du groupe Innoval. ITK, on va le rappeler, qui développe des outils d'aide à la décision. Ces outils qui permettent notamment d'aider les agriculteurs dans le pilotage de leur production agricole. Alors concrètement, eh bien, grâce aux outils, un agriculteur peut savoir à quelle heure une vache, par exemple, va véler. Et Marielle, tu es donc directrice des ressources humaines avec une équipe de 70 collaborateurs basée en majeure partie à Montpellier. Bienvenue à toi, Marielle. Merci. Bonjour, Edwige. Bonjour. Et Camille Morellon, tu es directrice culture Data IA dans le cabinet de conseil Data Sulting à Montpellier également. Un cabinet qui accompagne les PME sur les enjeux autour de l'IA et de la data. Alors concrètement, pour bien comprendre, tu es en charge de toute l'offre de formation et tu accompagnes les entreprises dès le début de leur évolution. Camille et Marielle, on va le préciser, vous êtes toutes les deux dans le même groupe à Montpellier. Voilà, donc avec vous trois, eh bien, on va évoquer évidemment l'évolution des pratiques au sein des entreprises, au sein des quotidiens des managers. Et puis, on a un 4e invité, messieurs, dames. C'est vous, on l'a dit tout à l'heure. En effet, vous allez être invités à partager avec nous toutes vos questions, mais aussi vos partages peut-être d'expérience. Et puis, il y aura aussi des sondages. Donc, restez bien connectés. Et puis, justement, on va débuter avec un chiffre. Selon, en effet, une étude de 2025, selon une étude de l'Observatoire de l'APEC, 35% des cadres utilisent l'IA. Mais alors, pour quel objectif? Eh bien, regardez, d'une part, gagner du temps en productivité, améliorer la qualité de son travail et puis trouver de nouvelles idées. Camille, tu fais partie d'un collectif d'entreprises réunies en observatoire qui permet notamment d'avoir une vision sur la maturité des entreprises. Alors, concrètement, si par exemple, ce soir, une entreprise nous regarde et qu'elle n'a pas encore intégré l'IA, est-ce que c'est grave? Docteur. Est-ce que c'est grave, docteur? Non, ce n'est pas grave. Donc oui, l'IA, c'est un sujet qui agite aujourd'hui tout le monde, toute la société. Donc on a des entreprises qui viennent nous voir en nous disant « il faut que je fasse de l'IA, c'est le moment, sinon je vais rater le train, je vais être en retard par rapport à mes concurrents ». Non, aujourd'hui, on n'est pas en retard, on est tous en phase de découverte concrètement. Donc la réponse est non, on n'est pas en retard, mais oui, peut-être qu'il faut se pencher sur la question. Il faut s'y mettre. Mais je rajouterais peut-être aussi, il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Voilà. Effectivement, on va y venir tout au long de cette émission. En tout cas, merci de rassurer aussi tous ceux qui nous regardent. Alors justement, puisqu'on parle de l'IA, alors la question va peut-être vous paraître un peu enfantine et peut-être faire sourire, mais Adrien, ça veut dire quoi finalement? Ça signifie quoi l'IA? Oui, alors il n'y a pas de définition officielle. La question qui peut aussi se poser, c'est où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. Parfois, il y a des processus qui s'automatisent dans les entreprises. On a l'impression que c'est de l'IA, mais ce n'en est pas. Moi, la définition que je vous propose, c'est une capacité qui est donnée à une machine pour réaliser des tâches intellectuelles complexes qui étaient avant réalisées par des êtres humains. Donc la définition de la tâche intellectuelle complexe, c'est tout l'enjeu.
Et pour une entreprise qui doit savoir où est-ce qu'elle va mettre de l'IA, il faut qu'elle essaie de détecter où sont ces tâches intellectuelles complexes. Et ça, pareil, on va effectivement en reparler. Alors, ça paraît simple, mais ça peut encore faire parfois peur. Hein. Marielle, qu'est-ce qui fait peur, justement, par exemple, chez les agriculteurs que ton entreprise accompagne? Alors, même si les agriculteurs, aujourd'hui, sont très technophiles, ils ont, au fur et à mesure des temps, utilisé de plus en plus d'outils, ils ont quand même peur de où est-ce que leurs données vont aller, sur quel serveur, qui peut avoir accès à leurs données. Donc ça, c'est quand même une inquiétude chez les agriculteurs aujourd'hui. Alors Camille, maintenant que l'IA est un peu démystifiée en ces quelques minutes, comment on embarque les équipes dans l'utilisation de l'outil? Alors, comment on embarque les équipes? Une première brique qui me paraît indispensable, c'est la sensibilisation. Déjà, c'est qu'est-ce que c'est que l'IA? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça fonctionne? Comment on communique correctement avec une IA, puisqu'on voit, ça va être une compétence à développer, on en reparlera aussi peut-être tout à l'heure, et puis avoir bien conscience des limites et des risques aussi de l'usage de ces outils. Donc ça, c'est vraiment la première brique indispensable. Et justement, on va aller encore un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on l'a dit, l'idée c'est de partager vos expériences. Et pour cela, une cinquième invitée va nous rejoindre pour partager son regard et ses retours d'expérience. Marion Pajot est avec nous en direct de Dijon. Bonjour Marion. Bonjour à tous, merci. Alors, être manager, c'est aussi savoir poser ses limites. Tu aurais dû être avec nous, mais la logistique n'était pas en faveur de ce déplacement. C'est pourquoi donc, tu es avec nous en visio. Marion, on va dire quelques mots sur ton activité. Tu es donc la fondatrice d'Altagile. Altagile, c'est un éditeur de solutions RH créé en 2015. La société compte aujourd'hui 20 collaborateurs sur Dijon et vous accompagnez près de 1000 entreprises, dont une partie de CHU de France. Et Marion, tu fais partie d'un groupe depuis 2020, un groupe de Germe. Alors justement, Marion, au-delà de l'activité, comment l'IA a intégré ton quotidien de manager? Oui, alors nous, c'est vrai que l'IA, ça a vraiment impacté et changé nos métiers, aussi bien en interne qu'en externe, parce qu'en qualité d'éditeur, on s'est retrouvé en première ligne et on y reviendra plus tard. Mais moi, en qualité de chef d'entreprise, finalement, ça m'a impacté. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui est assez commun dans les entreprises et qu'on a parfois un peu de mal à parler, c'est que c'est très hétérogène. Notre envie d'aller vers l'IA, notre capacité à ce que notre métier intègre l'IA. J'ai une petite équipe, en effet, on n'est qu'une vingtaine, j'ai une population plutôt technophile. Et cependant, j'ai noté en interne des pratiques vraiment disparates parce que le jour où on a mis le nez dans l'IA, donc il y a presque 2 ans chez nous, je me suis rendu compte que chacun utilisait différemment l'IA, chacun utilisait ses outils. C'était vraiment anarchique comme utilisation. Et c'est là où je pense il y a un travail et des managers et des entreprises, mais ça vient d'être déjà dit en plateau, sur l'acculturation, la formation et le cadre. Donc on va parler évidemment de charte, on va parler d'accompagnement, mais c'est vrai que c'est fondamental et je le vois encore beaucoup chez nos clients. Finalement, l'utilisation de l'IA selon les services, selon les personnes, selon les métiers est très hétérogène et c'est en ça que c'est à la fois passionnant et en même temps le cadre est fondamental. Oui, c'est ça, c'est ce que disait aussi Camille. Alors Adrien, justement, quand on a posé ce cadre, comment savoir où utiliser l'IA ? Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer de détecter toutes les tâches intellectuelles complexes. Une tâche intellectuelle complexe, c'est une tâche où on ne maîtrise pas l'environnement dans sa globalité et on ne maîtrise pas les conséquences de nos actions à l'intérieur de la tâche. C'est-à-dire quand on va prendre une décision dans un environnement complexe, on sait qu'il va y avoir potentiellement des conséquences qu'on ne va pas imaginer. Et donc, il faut travailler avec les équipes opérationnelles sur des macro-tâches et des micro-tâches pour détecter toutes ces tâches-là et voir si elles peuvent s'automatiser pour augmenter le collaborateur par rapport à son quotidien et ses tâches. Alors justement, puisque tu parles d'automatisation, Camille, comment on automatise ces tâches? Comment on s'organise? Peut-être un exemple du terrain. Oui, alors déjà, je fais une parenthèse, l'automatisation, les outils d'automatisation en soi ne sont pas des outils d'intelligence artificielle.
Par contre, ils peuvent faire appel, on peut les combiner avec des outils d'IA, et c'est ce qui se produit souvent justement pour aller automatiser des processus, des tâches qui peuvent être chronophages ou pénibles à réaliser. Un exemple, je pense à tous les métiers qui doivent intervenir sur le terrain et aller faire derrière des comptes rendus d'intervention de terrain. Par exemple, nous, on a pu échanger avec un policier donc d'une mairie qui va sur le terrain et qui constate des dégradations, des tags sur des bâtiments publics. Et donc, en fin de journée, il doit aller au bureau, rédiger son compte-rendu, y associer les photos qu'il a pu prendre et pour pouvoir alerter les services qui vont ensuite aller nettoyer ces tags. Donc ça peut être des métiers comme ça, mais aussi des artisans qui vont sur les chantiers pour contrôler les travaux. Et donc ce temps de bureau en fin de journée, souvent c'est un temps qui n'est pas forcément apprécié. Et donc ça, ce sont vraiment des tâches qui peuvent être automatisées et qui vont être, ça va être fait en fait directement quand il est sur son intervention. Il va enregistrer finalement ce qu'il constate sur le terrain et automatiquement, il y a tout un processus qui va se déclencher et ce compte-rendu va être généré en y intégrant les photos qu'il aura prises et produire le brouillon, par exemple, de mail qu'il n'aura plus qu'à vérifier et envoyer à la personne. Pour gagner toujours plus de temps. Oui. Alors, on va poursuivre notamment avec un chiffre et on le rappelle, vous faites partie de l'émission, donc n'hésitez pas à partager vos questions et on y répondra dans quelques instants. On va poursuivre en attendant avec un chiffre justement sur ce gain de temps. Tout à l'heure, on parlait des 35% des managers qui utilisent l'IA notamment pour gagner du temps. Eh bien, 58% des salariés, dont les managers que vous êtes, gagnent au moins 5 heures par semaine grâce à l'IA. Alors Adrien, pour les équipes notamment de ressources humaines par exemple, l'IA peut devenir un véritable gain de temps. Explique-nous. Un cas d'usage, nous, qu'on a identifié, qu'on travaille avec certains de nos clients, c'est on met en place des intelligences artificielles qui vont répondre à toutes les questions RH dans les entreprises. Donc tous les collaborateurs vont pouvoir, au lieu d'aller voir une RH et passer du temps avec elle pour discuter et que finalement le RH devient un peu le customer service interne, c'est de décharger ce temps-là, en tout cas pour des questions assez simples, de travail pour les RH. Et donc cette IA répond à toutes les questions liées aux règles de l'entreprise, le nombre de congés, toutes les questions qui peuvent se poser par rapport à des accidents de travail, etc. etc. Je vois Marielle qui réagit. Marielle, tu es DRH, forcément ça peut t'intéresser ça, non? Oui, effectivement, ça pourrait m'intéresser. Effectivement, nous pourrions gagner du temps, mais je considère aussi qu'en tant que RH, il est important, je vois bien qu'il est important pour les salariés de discuter avec moi ou avec mes collègues de travail du service RH, avec des humains. On passe déjà tellement de temps sur des machines, sur des ordinateurs. Je pense aussi à la santé mentale, aux effets d'utiliser trop des machines et d'être petit à petit déconnecté de l'humain qui peut créer de l'anxiété chez les salariés. C'est un sujet actuel aujourd'hui. Donc voilà, j'ai quand même quelques petites réserves. L'enjeu, ça va être de trouver le juste milieu, finalement. Et oui, et c'est tout l'art, effectivement, de cette IA. Alors, puisqu'on évoque le recrutement, Marion, tu es toujours avec nous. L'IA est un véritable outil dans ton recrutement. Justement, comment ça fonctionne avec tes équipes? Oui, bien sûr. Nous, on est éditeur de logiciels et on crée des logiciels de recrutement. Donc, forcément, ces questions à la fois éthiques et à la fois d'utilisation humaine des outils, on se les est posées. Nous, notre position, c'est l'équilibre, c'est mi-IA, mi-ami. Donc, c'est devenu un peu la blague en interne, mais c'est vraiment ce qu'on prône. On a parfois l'impression de marcher sur un chemin de crête, mais en tout cas, oui pour optimiser, oui pour automatiser, oui pour gagner du temps, non pour certaines tâches qu'on estime humaines à la fois dans le contact et dans la prise de décision. Là, on ne veut pas y aller, on ne veut pas que la machine remplace ni les recruteurs, ni les missions de nos clients demain. Et donc, on se les applique aussi en interne, naturellement. Forcément, et vous l'aurez compris, l'humain au cœur de tout et encore plus parce qu'on est à Germe. Alors, Adrien, on va aussi démystifier la chose. L'IA, formidable, mais parfois il y a des bugs. Est-ce que tu aurais des exemples? Alors, en fait, l'erreur est humaine et l'erreur est aussi dans la machine. Et donc, c'est un travail d'équipe qu'il faut imaginer, puisque les IA sont capables de se tromper, rien qu'en utilisant l'intelligence artificielle qui fait de la génération de texte, génération d'images. On peut être très déçu par rapport à un certain résultat. Il y a tout un process dans l'IA qui s'appelle Human in the Loop. Donc en fait, c'est de détecter, quand on utilise l'IA,
où est-ce qu'on met les points de contrôle de l'humain. Où est-ce qu'on va regarder et s'approprier une réponse, la changer, retravailler avec l'IA pour comme ça itérer et récupérer le meilleur résultat. Et donc voilà, ce processus de contrôle, il est assez officiel, Human in the Loop, il faut bien le prendre en compte, il ne faut surtout pas tout déléguer à une IA. Alors justement, puisque tu parles un peu de sécurité, on va aller justement sur ce sujet avec un chiffre en effet. Hein. Comment on gère cet outil accessible par tous et par tous les biais? Eh bien, chers internautes, dites-nous, avez-vous déjà utilisé un outil IA au travail sans en informer votre hiérarchie? Ça restera entre nous, répondez-nous. C'est un sondage en direct. En effet, peut-être, Marielle, le temps de recevoir les chiffres. Ça peut arriver, ChatGPT, tout le monde y a accès. Comment on gère ça? Alors, dans mon entreprise, en fait, nous avons fait le choix d'en parler, nous, les managers, de dire clairement à nos salariés que nous utilisons tous l'IA, ChatGPT et d'autres outils, pour déculpabiliser les salariés et pour les accompagner, du coup, dans une utilisation sereine et sécurisée. Donc, nous faisons beaucoup de messages de prévention en interne. Nous avons commencé à mettre en place une charte. Voilà, donc nous en parlons vraiment activement. Et les résultats sont quand même assez clairs. Hein. Oui, en effet, vous avez déjà utilisé l'IA et sans en informer votre hiérarchie. On va poursuivre avec un autre chiffre, hein, parce qu'alors d'accord, l'IA permet de nombreuses actions, mais comment les salariés savent ce qu'ils ont le droit de faire ou non? Eh bien, une étude montre que seuls 9% des salariés français indiquent pouvoir se référer au sein de leur entreprise à une charte éthique. Alors, en quoi finalement, Marion, une charte est peut-être l'une des solutions? Finalement, ça rejoint un peu ce que dit Marielle. Ouais. Le premier point, c'est de communiquer, c'est d'en parler en interne et de déculpabiliser. Parce que finalement, ce que je disais, c'est que quand nous, on a commencé à avoir ces échanges autour de l'utilisation de l'IA dans nos métiers, j'avais l'impression que c'était assez tabou ou que chacun le faisait de manière anarchique dans son coin. Mais une charte, ça permet de fixer le cadre, de dire, OK, on va utiliser l'IA, mais quels outils on va utiliser, jusqu'où, pourquoi, et de conscientiser l'utilisation. Conscientiser l'utilisation, ça veut aussi dire on invite nos collaborateurs à avoir parfois un regard critique sur l'IA, à contrôler l'IA, et notamment sur des métiers de développeurs qui l'utilisent au quotidien à la fois pour coder, pour contrôler et pour tester les fonctionnalités. Et on se rend compte qu'il y a encore des failles et du coup, ça rechallenge les idées à se dire, OK, on gagne un temps fou, OK, nos métiers ont évolué, on apprend à nos collaborateurs à prompter peut-être plus qu'à coder, mais on ne ferme pas les yeux sur ce que l'IA nous fournit en retour et on garde cette conscience et donc cette valeur humaine. Oui, c'est ça, hein, toujours échanger entre vous. Alors justement, Marielle, hein, dans votre entreprise, vous avez fait le choix d'outils sécurisés, Infomaniac, hein, et de ne pas utiliser certaines solutions américaines. Pourquoi ce choix ? En fait, la population à ITK des salariés est une population très technique. Ouais. Ce sont des informaticiens, des modélisateurs, et donc ils sont extrêmement bien documentés, renseignés. Ils sont très sensibles à ces sujets-là. Donc en fait, notre responsable informatique a mis en place cette solution, donc cette collaboration avec un partenaire de confiance en Europe, où nous sommes sûrs que nos données sont bien hébergées de façon aussi éthique, et aussi avec une facette écologique même. Et Infomaniac va très loin là-dedans. Donc ça rassure les salariés. Alors justement, comment on rassure Adrien? Parce que l'IA, bien sûr, ça va très très vite. On a beau peut-être mettre des jalons, comme tu le disais tout à l'heure, ou mettre des choses en sécurité. Comment on gère face à l'IA qui va toujours plus vite? Il y a deux sujets. Il y a le sujet de détecter les cas d'usage et de se construire une feuille de route. Se dire, OK, mon métier, il va évoluer avec la technologie, je dois me projeter à 3-4 ans pour essayer de comprendre comment, à l'intérieur de mon entreprise, chaque métier va évoluer, qu'est-ce qu'on va être capable de faire plus vite, qu'est-ce qu'on va être capable de faire mieux. Et puis ensuite, il faut travailler sur ces données, travailler sur sa gouvernance de données. Alors effectivement, la charte IA éthique, elle peut être inclue aussi dans une gouvernance de données générale, parce que la peur d'envoyer une donnée à une IA, elle existe, mais c'est l'anthropomorphisme, parce que comme on a une interaction avec la machine, on a peur d'envoyer la donnée à cette machine parce qu'il y a cette interaction qu'on s'est un peu imaginé tout seul avec la machine. De l'autre côté, il n'y a aucune interaction, il y a juste du calcul. Donc, quand vous envoyez une donnée à une IA, quand vous envoyez une donnée
sur un Drive Microsoft ou Google, vous faites la même chose. En fait, vous envoyez une donnée sur un serveur externe. Après, ce qui se passe avec cette donnée-là, c'est du côté de l'endroit où vous l'avez envoyé, si vous l'avez envoyé chez Google ou Microsoft. Donc, c'est de cadrer un petit peu avec cette gouvernance et cette charte Ethiquia, comment est-ce que vous allez gérer vos données, mais ça va au-delà de l'IA, ça va aussi par rapport à tous les autres outils, des outils de gestion de projet, des outils de CRM, par exemple un collaborateur chez vous qui ouvre une version gratuite d'un CRM pour tester sans l'accord d'une DSI, ça s'appelle du Shadow IT. En fait, c'est pareil, c'est des fuites de données qui partent comme ça et on ne sait plus où elles vont. C'est les mêmes process en fait avec l'IA. Donc c'est d'organiser tout ça et de construire sa feuille de route. Allez, on va poursuivre toujours sur ce sujet de l'IA et des évolutions managériales. On l'a dit encore une fois, toujours. Vous faites partie de l'émission, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans quelques instants. Nos invités y répondront. On va aller en attendant sur le sujet de l'éthique. Marion, notamment, vous avez refusé de développer avec ton entreprise une sélection automatique de candidats au nom de l'éthique, justement. Alors pourquoi ce choix est-il important pour le manager ou le management ? En fait, c'est un sujet forcément qui est venu assez rapidement sur la table dans l'évolution des outils, puisque selon ce qu'on observe, je crois que ce sont les éditeurs qui vont pousser l'IA, surtout dans les entreprises. Et en tout cas, nos clients, les entreprises, les établissements nous attendent pour qu'on intègre de l'IA et pour les accompagner. Donc moi, je trouve que la responsabilité d'éditeur, elle est fondamentale. Et donc, la responsabilité éthique de l'éditeur est fondamentale. Techniquement, technologiquement, on peut faire des choses incroyables. Nous, sur notre volet recrutement, on peut en effet extraire la donnée d'un candidat, la parser, l'analyser, créer un matching entre l'offre et le candidat, et puis mettre en avant les forces, les faiblesses, résumer le profil avec différents éléments, si on a un CV, si on a des tests, tous les éléments qu'on a. Tout ça, c'est OK, ça fait gagner du temps. On est vraiment dans l'IA qui assiste. La question qu'on s'est posée, c'est ce qu'on savait faire, parce qu'à un moment donné, quand on fait du matching, on arrive à avoir une adéquation profil-offre. C'est ce qu'on va trier. Oui, on va aider, parce que quand on a 200 candidats, on va se passer du biais psychologique, et ça va nous permettre de faire gagner du temps. Mais est-ce qu'on va sélectionner pour nos recruteurs? Et c'est là où, pour le moment, on a mis un stop. On sait qu'on a des confrères qui le font. Mais moi, je veux pas que le client, quand il crée une offre, on lui propose une semaine après 3 candidats sans qu'il y ait une action et qu'on ait rejeté, par exemple, les 97 autres %. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une IA qui prend une décision, qui génère des actions sans traitement humain. Donc oui, pour toute la facilité, l'IA résume, l'IA trie, l'IA accompagne, mais pas l'IA décide, pas l'IA sélectionne. Chez nous, on est allé dans notre éthique jusqu'à l'IA pré-sélectionne, mais il n'y a pas d'action ni de décision humaine. Et nos clients qui ont du mal à mettre un cursus entre on veut pas d'IA, le recrutement, c'est notre job, et on veut que l'IA nous aide et nous fasse gagner du temps et nous accompagne, on a trouvé que là, on était dans l'équilibre et pour nous, c'est vraiment important. Et c'est tel que tu as osé dire non et donc perdre un appel d'offres, hein? Oui, exactement. Exactement, il y a un appel d'offres sur lequel on sait que c'est là où ça nous a challengé. On sait qu'on n'a pas gagné parce que cette techno, on avait la capacité et les ressources de la développer, mais en termes d'éthique, j'étais pas OK sur le fait de faire du rejet de candidats exclusivement par IA. Allez, on continue toujours sur ce sujet de l'éthique. Marielle, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, ce poids écologique et éthique. Alors comment justement peut-être les managers doivent, c'est peut-être beaucoup dire, mais doivent devenir garants peut-être de ces dimensions? Je pense qu'il est important pour les managers de faire le lien entre l'éthique IA et aussi les valeurs de l'entreprise et faire en sorte que ça matche et de porter ça. Et voilà, je pense que c'est très important. Alors, on continue toujours sur ces sujets qui vont forcément transformer le quotidien. Camille, les métiers vont aussi évidemment se transformer. Est-ce qu'on peut parler de nouveaux métiers, futurs métiers? Alors, il y a des nouveaux métiers côté IA, mais surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est les nouvelles compétences qu'il va falloir développer, et tout le monde, pour bien utiliser ces outils. D'abord, ça va être la compétence de bien savoir communiquer avec une IA. On voit qu'il faut poser des questions, donc poser les bonnes questions. Donc, on parle de prompting, donc développer des compétences là-dessus. Parce qu'il y a des techniques qui permettent d'avoir plutôt que de faire 15 allers-retours avec l'IA parce qu'on n'a pas la réponse qu'on attendait, c'est tout de suite savoir poser la bonne question.
Et puis, il y a la pensée critique aussi qu'il faut développer. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, de tout temps, il faut développer sa pensée critique. Mais là, c'est d'autant plus un sujet aujourd'hui, puisqu'il faut être en capacité de challenger les résultats qu'on obtient avec l'IA. Et ça, c'est s'appuyer. C'est la valeur, hein, finalement, que nous, on va y apporter. Hein, c'est notre expertise métier qui nous permet de challenger les résultats de l'IA. Et donc, il ne faut pas laisser ça de côté. Il faut passer le temps de relire. Oui, c'est ça. Et encore une fois, toujours la force de l'humain avant tout. Ouais, Adrien. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, l'IA, c'est très simple. C'est une donnée d'entrée, un calcul, une donnée de sortie. La satisfaction de l'utilisation de l'IA, c'est la donnée de sortie. Si la donnée de sortie ne satisfait pas, il y a deux options en fait. Soit la donnée d'entrée n'était pas bonne, soit le calcul n'était pas bon. Ce qui se passe très souvent, c'est que quand quelqu'un utilise l'IA, s'il n'a pas le résultat qu'il voulait, il va avoir tendance à se dire « Ok, la machine ne marche pas ». Mais ça arrive très souvent que finalement, c'est la donnée d'entrée qui n'était pas bonne et donc le calcul a donné le résultat non satisfaisant. Et donc ces compétences-là, de comprendre comment la technologie marche, quelles sont ses limites, aident beaucoup parce que plus vous êtes capable de mettre des bonnes données d'entrée, plus vous allez l'utiliser, avoir de la satisfaction. Oui, c'est ça, on peut être le meilleur comme le pire, en fait, finalement. Allez, on l'a dit, vous êtes le 5e invité, c'est le moment des questions-réponses. Et on va débuter donc avec peut-être des questions qui nous arrivent. Et merci à vous de jouer le jeu. Et on va commencer avec Mazzoleni. Daniel, quel IA est le meilleur coach de manager? Qui souhaite répondre peut-être à cette question posée par Daniel? Adrien, Marielle, Camille. Quel IA est le meilleur coach de manager? Je peux essayer de répondre. Alors, ça dépend de ce que recherche le manager. Mais en fait, avec une IA comme ChatGPT d'OpenAI, on est capable de la contextualiser et de la spécialiser. Donc, par exemple, vous avez à l'intérieur d'OpenAI ChatGPT une option qui s'appelle MyGPT. Et là, vous pouvez à l'intérieur contextualiser à fond qui vous êtes, quels sont vos enjeux de manager, votre entreprise, vos équipes, les profils, alors avec des questions d'anonymisation si c'est important que vous êtes dans un environnement gratuit. Mais vous allez comme ça pouvoir donner le plus d'informations possible à l'IA et elle va être capable, par rapport à des questions, des situations complexes, je reviens sur la complexité parce que c'est là où l'IA va être performante, elle va être capable de vous accompagner et de vous aider éventuellement, de vous donner des idées sur une manière de gérer telle ou telle situation. Donc via ChatGPT, finalement, on peut déjà trouver... Oui, j'ai parlé de celle-là, il y a Mistral, il y a Gemini, il y en a d'autres. Elles ont aussi leur manière de se spécialiser pour créer des agents, alors ils appellent ça agents, spécialisés sur des sujets. Oui, selon le profil là, de Daniel. On espère quand même que le meilleur coach de manager, ça restera l'humain. Toujours l'humain au cœur. Merci Camille pour cette réponse. Allez, on poursuit avec la question de Thomas Dupéra. Quel est l'impact écologique de l'IA? Et oui, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on a déjà un peu des données? On estime qu'une requête simple, une demande simple, une question posée à une IA est 10 à 30 fois plus énergivore qu'une requête faite sur un moteur de recherche. Donc ce que je dis souvent, c'est si vous avez besoin de chercher une recette de sauce tomate, demandez à votre moteur de recherche, il a la réponse tout aussi bien qu'une IA. Donc en fait, c'est utiliser les outils à bon escient. Effectivement, parce que de plus en plus, on entend tout le monde dire j'ai oublié toutes les bases de recherche, je fais qu'avec ChatGPT. Ce n'est pas effectivement la bonne solution. Il y a ce concept de l'IA sobre, c'est comprendre de quoi est capable l'IA, comprendre ses limites et de ne l'utiliser que pour là où elle va être puissante. Ouais. Lui demander de faire une multiplication, ça ne fait aucun sens. Ouais. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. Elle va faire des probabilités, elle va faire des calculs de probabilité pour donner le résultat probable. Vous prenez une calculatrice Casio, vous allez avoir le résultat. Donc c'est l'utiliser pour là où elle est puissante, là où elle va donner du résultat. Si vous l'utilisez aussi pour transformer votre photo en manga ou faire des starter packs, voilà, il y a des sujets aussi d'utilisation de l'IA, de l'utiliser pour du gain d'efficacité et de temps. Pas l'IA tout le temps et n'importe quoi. L'IA loisir, voilà, c'est un sujet. Allez, on continue avec Vincent de Metz. Bonsoir Vincent. Par quel moyen peut-on être certain d'assurer la confidentialité des informations transmises à l'IA lors de son utilisation? Je me demande si on peut être certain,
puisque de toute façon, on va envoyer des données sur des serveurs. Une fois que la donnée est sur le serveur, Exactement. je ne sais pas si on peut... Question à la question, ouais. Tout à fait, mais est-ce qu'on peut être aussi certain quand on utilise Microsoft pour envoyer nos emails ou toute la suite Google, comme beaucoup d'entreprises ont fait ce choix? En fait, c'est une question de confiance à un moment donné. On décide de transférer nos données vers un serveur externe, vers un cloud. Après, ce qu'ils vont en faire, eux s'engagent en tout cas à ne pas le faire. Et c'est marqué très clairement dans les conditions générales. Ouais. Et c'est marqué d'ailleurs sur ces IA génératives publiques. C'est marqué, nous nous engageons à ne pas utiliser vos données pour réentraîner nos modèles. Bon, c'est une phrase. Voilà. Oui, c'est ça. On n'est pas sûr. Oui, c'est ça. À noter quand même qu'il y a des modèles d'IA qui sont RGPD compatibles, donc qui répondent aux exigences RGPD. Et surtout, il y a des solutions quand même, c'est aussi de pouvoir installer ces modèles sur des serveurs en local, en interne. Et donc là, ça garantit que c'est interne, c'est fermé, hein, ça ne va pas sortir de l'entreprise. Donc il y a des solutions quand même, si on a besoin de traiter des données sensibles ou personnelles, on peut le faire. Toujours avec un cadre. Allez, on va prendre une dernière question de Aurélien. Que pensez-vous des pratiques sur l'utilisation des assistants IA, notamment sur leur présence en réunion? En effet, notamment en réunion visio, on voit de plus en plus de pop-up arriver, des invités qu'on n'avait pas invités. Exactement. C'est insupportable. C'est insupportable, Adrien. C'est insupportable. Ou on a même des gens qui envoient leurs IA et qui ne viennent pas. Je ne veux pas y croire. Adrien, peut-être. Je ne commande pas cette question. Non, alors il y a des bonnes pratiques. Effectivement, c'est des outils qui sont hyper intéressants et qui nous rendent bien service. Mais il y a des bonnes pratiques. C'est-à-dire que surtout ne connectez pas ces outils avec vos agendas, sinon effectivement ils vont aller s'inviter à vos réunions sans que vous les ayez autorisés. Et surtout, demandez le consentement aux personnes qui sont avec vous à la réunion. Si elles acceptent d'être enregistrées, elles ont le droit de refuser. À ce moment-là, on éteint cet assistant-là. Et autre bonne pratique, relisez les comptes rendus, n'envoyez pas automatiquement les comptes rendus de réunion aux participants. Ça peut... Oui, parce qu'on l'imagine, on fait souvent ça, une visio, on est tous ensemble. Tiens, Marielle, reste avec moi pour 2 minutes. Et ces 2 minutes, elles vont être dans le compte-rendu. Donc, effectivement, il faut faire attention. Allez, on va... C'est le human in the loop dont je parlais tout à l'heure, c'est de ne jamais faire confiance à une IA. Jamais. Marion, tu es encore avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Quel serait peut-être ton conseil, ton tips pour ceux qui nous écoutent? Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA. C'est une opportunité incroyable. On a la chance de vivre une révolution dans nos métiers et je trouve qu'on a cette chance qui est passionnante. Après, allons-y en conscience, ne fermons pas les yeux et puis restons des managers, des dirigeants éveillés. Merci beaucoup, Marion. C'était important de le dire. Merci pour ta participation. Merci à vous toi qui étais avec nous en direct invitation. de Dijon. Merci, Marion. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et nous, on continue évidemment cette émission. On a évoqué quelques cas concrets. Il en existe évidemment des centaines. Cependant, si de telles émissions se penchent sur le sujet, c'est que l'utilisation quotidienne de l'IA reste évidemment encore une pratique assez nouvelle pour les entreprises et vous, chers managers. Mais demain, ce sera quoi en effet? Comment les managers utiliseront cet outil? Alors Camille, on l'a répété durant toute l'émission, l'humain doit rester au cœur du process. Alors comment fait-on justement pour ne pas être peut-être happé par la facilité? Parce que c'est facile quand même avec l'IA. On pose un cadre, on l'a dit. Ouais. Donc charte, poser la vision de l'entreprise, quelle est sa position. On se forme pour bien utiliser les outils. On sensibilise les collaborateurs à cette pensée critique et on leur dit que leur valeur, elle est dans leur expertise métier. Donc surtout, prenez ce temps de relecture, d'amélioration. C'est ici que c'est à ce moment-là que vous allez amener votre valeur ajoutée. Et j'ai envie de dire aussi, on sensibilise les enfants qui sont nos enfants et les enfants qui sont autour de nous, justement à développer cette pensée critique, parce qu'eux vont grandir avec ces outils. Ouais. Marielle, tous les secteurs sont et seront concernés. Exemple très concret avec ton secteur, l'agriculture. Explique-nous effectivement en quoi les agriculteurs ont besoin peut-être de cette IA toujours plus.
En fait, dans l'agriculture, il y a énormément de données. Des données historiques, des données du terroir, des données des animaux, des exploitations, des données économiques, les données météo, les données de pratiques de culture. Et en fait, si on se débrouille bien avec ces données, si on fait une belle recette, on peut sortir des indicateurs qui peuvent créer de la valeur pour les éleveurs, pour les agriculteurs, pour qu'ils soient plus rentables, pour qu'ils puissent optimiser leur façon d'exploiter. Encore une fois, voilà. Tous les secteurs, effectivement. Alors, puisqu'on parle de futur, on va se tourner aussi vers toi, Adrien. Tu as vécu 12 ans en Chine. Forcément, la Chine est beaucoup plus avancée que la France, ou en tout cas, c'est différent. En quoi c'est différent ? Alors, l'avance qu'il y a là-bas, c'est cette capacité à faire converger les données naturellement dans toutes les entreprises que j'ai pu visiter. C'est que la base de données, là-bas, ce qui a été compris très vite, c'est que une des richesses de l'entreprise, c'est sa base de données. Et donc, elle est un peu stockée dans un coffre-fort comme si c'était une mine d'or. Et vous avez toutes ces bases de données qui sont stockées au même endroit. Et ça, typiquement, pour des projets d'IA, c'est super parce qu'une IA, elle a besoin de données pour être performante. Et forcément, quand vous avez un environnement où vous avez au même endroit toutes les données, elle va aller piocher facilement ce qu'elle veut, l'information, pour donner un résultat. Si on compare les pratiques en Europe, aux États-Unis, où les bases de données vont être beaucoup plus silotées, une base de données client, une base de données fournisseur, une base de données produit, elles vont être dans différents outils. Donc il va falloir faire ce travail de convergence. Là-dessus, il y a beaucoup d'avance. Et du coup, en application industrielle, c'est vrai que l'IA est très développée, par exemple en Chine, sur toutes les applications industrielles. J'ai encore pas plus tard qu'il y a quelques jours, on discutait avec une entreprise qui a une filiale en Chine. Sur les machines en France, il n'y a quasiment pas de capteurs. Sur les machines en Chine, ils ont des capteurs partout parce qu'ils veulent comprendre comment marche leur machine et ils veulent être capables de les optimiser. C'est des choses qui vont arriver en Europe, mais ça prend plus de temps. Forcément. Donc voilà. On peut au moins, juste pour ça, s'inspirer effectivement peut-être de la Chine. Alors, puisqu'on parle du futur, demain, les managers et leurs équipes devront forcément être formés. On va aller vers 2 chiffres d'une étude à nouveau de l'APEC 2025. Seulement 1 cadre sur 4 a déjà bénéficié d'une formation à l'IA. Et puis, la demande de formation à l'IA progresse nettement, soit plus 12 points en 1 an. Camille, en quoi peut-être effectivement la formation forcément est une des clés pour demain? Oui, on en a parlé, savoir comment ça marche, bien s'en servir à bon escient, connaître les risques, les limites. Et à noter quand même qu'on a un règlement européen quand même qui est en vigueur, qui est l'IA Act. De même qu'on avait le RGPD pour les données personnelles. Donc côté IA, on a l'IA Act qui est en vigueur et une des premières demandes en fait, de ce règlement, c'est de former les collaborateurs dans les entreprises. Et ça, c'est une base, effectivement, forcément, ça vous intéresse, vous qui nous regardez. Et puis, eh bien, on va terminer avec vous. Nous voici en effet arrivés déjà à la fin de cette émission consacrée à l'IA et aux évolutions managériales. Alors, avant de se quitter, dites-nous, avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous pourriez peut-être mettre en place dès demain dans votre entreprise avec ce qu'on a entendu de Marion, d'Adrien, de Marielle et de Camille? Partagez-nous cela là tout de suite avec nous en direct. On va en profiter en attendant les réponses de ceux qui nous suivent. Peut-être un dernier tour de table avec vous 3. En effet, avec quoi ils peuvent repartir, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Qui veut commencer? Allez, en popcorn, comme on dit à Germe. Oui, en popcorn. Pour moi, je vais commencer. Il faut repartir avec cette idée que l'IA a quand même beaucoup de limites. On a l'impression qu'elle résonne, mais elle résonne partiellement. Si on devait la comparer avec l'intelligence humaine, comparer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est comparer des pommes et des poires. Ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner un exemple. Demandez à une IA de vous choisir un chiffre aléatoirement entre 0 et 50. Là, je veux bien faire le pari avec tout le monde qu'il y aura la moitié des gens qui vont se retrouver avec le chiffre 27. Voilà, ça vous donne un peu, faites-les et dites-nous. Je veux bien parier. Vous allez très souvent avoir ce chiffre-là parce que sa capacité de raisonnement, elle est basée uniquement sur la probabilité. Et donc, c'est de bien avoir en tête toutes ces limites-là. Une fois qu'on a ces limites-là, finalement, on la réduit à ce qu'elle est vraiment et on l'utilise pour obtenir de la puissance sur certains cas d'usage. Et ça s'arrête là et je trouve ça finalement plutôt rassurant.
par rapport à tout ce qu'on peut lire sur la superintelligence, le soulèvement des machines, etc. etc. Ouais, merci, en effet, de Donc, vous rassurer donc voilà. sur ce point-là. Et vous continuez à répondre, hein, on le voit, notamment créer une charte éthique, hein, effectivement, c'est ce qui ressort. On l'a entendu avec Marion, avec Camille aussi, mettre en place des formations pour les équipes. Bah oui, ça, ce sera forcément un passage obligatoire. Marielle, Camille, avec quoi ils peuvent repartir, nos managers? Oui. On est tous en phase d'apprentissage. Donc, c'est comme quand on était petit qu'on a appris à faire du vélo. On est tombé de vélo, on est remonté sur le vélo. Donc, il faut tester. Voilà. Merci. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'on est des humains et qu'on aime bien travailler en équipe et que c'est important aussi d'en parler avec les autres en entreprise, et y compris, comme c'est marqué là par les participants, avec le CODIR, avec le directeur général, les managers. Vraiment échanger avec les équipes, c'est très enrichissant. Ouais, continuez effectivement à échanger. Merci à vous trois vraiment pour ces échanges d'expérience et de pratique. Merci aussi à vous de nous avoir suivis en direct avec aussi ces réponses au sondage. Merci donc vraiment à vous d'avoir été en direct pour cette deuxième édition de Transfo. L'émission est évidemment à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de GERM, le réseau de progrès des managers. Alors bien sûr, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle transforme nos façons de travailler, transformera aussi votre façon de manager. Mais comme le défend GERM au quotidien, quels que soient les outils, le futur du management, non, messieurs, dames, ne se programme pas, il se cultive, bien sûr, avec l'humain. Salut.